Allez, vas-y, là. Moi je suis à l'ombre, toi t'es au soleil. Il faut que tu mettes de la crème solaire. Mais j'en ai pas sur moi, mec. Ouais, les gars, ça va, tranquille. Ça va comme solaire? Bah non. T'inquiète, tiens, prends-en. Oh merci. T'inquiète pas. C'est quel indice? 50. Depuis la nuit des temps, l'homme entretient une relation un peu compliquée avec le soleil. D'un côté, il le vénère, il profite de sa chaleur et de son énergie, mais il doit s'en méfier. Eh oui, les rayons de soleil, ça peut être dangereux. Mais heureusement, la science a bien évolué. On connaît maintenant les différents types de rayons et comment s'en protéger. Mais voilà le hic. Les crèmes solaires qu'on utilise pour bloquer ces rayons peuvent aussi avoir des effets pas très terribles. Et oui, ils peuvent avoir des effets néfastes, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement. Mais alors, comment ça marche? Quel type de filtre on utilise dans ces crèmes? Et c'est quoi leurs impacts sur nous et sur l'environnement? Allez, on embarque dans un voyage au cœur des rayons UV et des protections solaires. Avec l'aide d'experts, bien sûr. Saviez-vous que les premières crèmes solaires remontent à l'Égypte antique? Eh oui, déjà en 3000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens appliquaient des pâtes à base d'huile de jasmin ou d'eau de riz pour se protéger du soleil. Mais les Égyptiens n'étaient pas les seuls à s'en préoccuper. Au VIe siècle, les Tibétains utilisaient une savoureuse combinaison d'oudron et d'herbes. Appétissant, non? Heureusement, la mode du teint pâle a pris le dessus pour les élites de l'époque. Pendant des siècles, fuir le soleil était un signe de noblesse. On couvrait sa peau de vêtements, on sortait avec des ombrelles à la main et on évitait de ressembler à quelqu'un ayant trop traîné dans les champs. Mais attention, certaines méthodes étaient bien moins glamour. Prenez la céruse, une solution à base de plomb qui consistait à blanchir la peau. Pas très sain, n'est-ce pas? Eh bien, certaines fashion victimes en sont mortes, comme la célèbre comtesse Maria Gunning au XVIIIe siècle. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que les choses changent vraiment. Avec des figures comme Coco Chanel, le bronzage est devenu fashion. De retour de vacances, elle exhibe sa magnifique peau dorée et hop, le bronzage devient un nouveau symbole de richesse. D'un coup, tout le monde veut attraper des couleurs. C'est dans les années 1930 que le marché de la crème solaire commence à se développer avec la fondation L'Oréal. L'huile ambre solaire était la meilleure amie des vacanciers. Sur la plage sans façon, allons jouer mesdemoiselles. Le soleil étincelle, il nous donne ses rayons. Les dames font comme ça, les messieurs font comme ça. Ambre solaire à base d'huile d'amande. Sur le nez, sur le front, sur le vent, ambre solaire. Au soleil, nous irons, sans brûlure, nous brunirons. Les années 60 ont été un grand pas en avant. L'apparition des facteurs de protection solaire, les FPS, vous connaissez? C'est un chimiste en montagne qui l'a inventé après avoir attrapé un coup de soleil. Dans les années 80, on découvre que les UV peuvent avoir des effets néfastes sur la peau, vieillissement prématuré ou même cancer de la peau. La protection devient alors indispensable. Aujourd'hui, on se penche même sur l'impact écologique de ces crèmes. Certaines formules nuisent à nos océans. Mais rassurez-vous, on voit de plus en plus de crèmes Ocean Friendly apparaître sur le marché. En résumé, les protections solaires sont un chemin qui a commencé il y a bien longtemps, de l'Égypte antique jusqu'à nos pharmacies modernes.
Salut Ivan. Elle est où ta blouse? Et toi, elle est où ta blouse? Ah non, je l'ai oublié au labo. Je me sens mieux, pas toi? Oui, je me sens mieux. Ah, mais tout savoir là, on l'explique à qui? Oh, là-bas, super idée. Oh monsieur, c'est quoi un UV en fait? C'est vrai ça. Le soleil envoie différents rayons sur la Terre allant des rayons gamma aux ondes radio. Les rayons X, gamma et UVC sont bloqués par l'atmosphère. Et heureusement car on se ferait littéralement carboniser. Les micro-ondes, la lumière visible et les ondes radio nous atteignent mais ne sont pas dangereux pour notre santé. Effectivement, nous ne les voyons pas, mais nous pouvons très bien les ressentir, par exemple sous forme de coups de soleil. Et oui, ce sont eux qui nous brûlent l'été. Ils peuvent s'avérer encore plus dangereux, par exemple causer des vieillissements de la peau prématurés ou même encore des cancers. Les rayons UV représentent 4% des rayonnements dégagés par le soleil. À titre de comparaison, 52% de ces rayons sont la lumière visible. Parmi les rayonnements UV, les UVA représentent 95%, tandis que les UVB en représentent seulement 5%. Les UVA, quant à eux, ils sont vicieux. Ils pénètrent profondément dans la peau, causant sur celle-ci potentiellement un vieillissement prématuré. Donc si vous voulez éviter les rides, protégez-vous contre ces rayons. Les UVB sont les responsables des coups de soleil. Ce sont eux qui attaquent la couche superficielle de la peau. C'est donc à cause d'eux qu'on devient rouge comme une tomate après une exposition prolongée. Ouais, mais la peau. Bah ouais, c'est vrai, elle se défend comment la peau contre les UV? Les UVB ne pénétraient la peau seulement jusqu'à l'épiderme. Les UVA, eux, pénètrent jusqu'au niveau du derme. L'hypoderme, lui, ne craint rien à tous ces dangers. L'épiderme est la couche qui bronze en présence d'UV. Le bronzage est en quelque sorte une protection de notre peau qui consiste à produire de la mélanine pour protéger l'ADN présent dans les cellules de notre peau. La mélanine permet de transformer les rayons UV en énergie thermique. Mais attention, certes, la mélanine aide notre peau à se protéger, mais elle ne peut pas tout faire. Le bronzage, c'est la première étape à ne pas franchir si on ne veut pas souffrir. Car en effet, en cas de surexposition aux rayons UV, la mélanine est en quelque sorte submergée par celle-ci, et la peau doit donc passer dans un autre mécanisme de défense appelé coup de soleil. Le coup de soleil est une réaction inflammatoire ayant pour but de se débarrasser des cellules endommagées avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Plus le nombre de cellules sera endommagé, plus il faudra s'en débarrasser et plus notre peau pèlera. Cette inflammation va augmenter le flux sanguin dans la zone touchée, ce qui va donner cette couleur rouge sur une peau blanche. Et tout ça, ce sont les UVB qui sont responsables. En effet, les UVB sont responsables des coups de soleil et des bronzages. Ces mécanismes de défense sont un peu comme à la surface d'un iceberg. Ce sont les effets à court terme. Dans le derme, la totalité des dommages sont causés par les UVA. Comme mentionné juste avant, les UVB ne traversent pas celui-ci. Le derme, c'est là où se trouve le collagène et l'élastine. Cela permet à notre peau de garder une certaine souplesse et de l'élasticité. Cette couche ne possède pas réellement de protection face aux UVA. Car en effet, on en a presque de la peine, mais le derme ne fait que subir sans pouvoir y faire réellement quelque chose. Les UVA s'attaquent à cette zone, et cela peut faire des dégâts à long terme. En effet, le vieillissement prématuré, aussi appelé photovieillissement, est le résultat des dégâts impactant la fabrication de collagène et d'élastine. Mais ces problèmes peuvent paraître anodins. Ouais, mais moi, les coups de soleil, ça me fait pas mal. Bah, le photovieillissement, c'est pour les vieux. Eh bien, il faut savoir qu'une accumulation de coups de soleil peut mener à des cancers de la peau. En effet, plus les cellules vont être endommagées, plus elles risquent de devenir cancérigènes. Il existe deux types de cancers de la peau. Le carcinome ou des mélanomes. Les mélanomes sont le type de cancer le plus grave et apparaissent généralement chez les jeunes adultes. Ce type de cancer mène à des métastases, ce qui complique sa guérison. Les carcinomes sont moins graves et apparaissent à un âge plus avancé. Mais quoi qu'il en soit, un cancer, personne n'a envie d'en avoir un. On pourrait se dire que la solution serait facilement résolue en ne s'exposant pas aux heures de pointe ou en mettant des vêtements anti-UV. Ceci dit, la majorité des gens préfèrent s'exposer au soleil tout en exposant leur corps à ce dernier. Bah, c'est bien beau, mais moi je préfère me baigner torse nu qu'avec un t-shirt, quoi. Oh, tout pareil. Nous aussi. C'est pour cela qu'il faut se protéger des rayons UVA et UVB en appliquant de la crème solaire. Et oui, de la crème solaire.
La crème solaire est une sorte de crème spéciale nous protégeant de ces rayons UV qui sont dangereux pour notre santé. Dans la crème solaire, on trouve des ingrédients appelés filtres qui aident notre peau à nous protéger des rayons. Il existe deux types de filtres. Alors en pharmacie, on conseille deux types de filtres pour les crèmes solaires. Il y a les filtres minéraux qui vont avoir un effet de barrière en fait cutanée. L'inconvénient, c'est qu'elles sont très épaisses et elles peuvent être difficiles à appliquer. Et le deuxième type, c'est les filtres chimiques. Et ça va reprendre l'énergie en fait des rayons du soleil pour les expulser en fait et éviter d'avoir les problèmes qu'ils peuvent engendrer. Donc nous en pharmacie on a ces deux qu'on propose. Ces fils chimiques sont souvent mélangés à des crèmes ou à des huiles pour bien coller à la peau et éviter qu'ils se dissolvent dans l'eau. D'autres ingrédients sont ajoutés à la crème solaire pour la rendre encore plus résistante, comme par exemple la vitamine E qui bloque les radicaux libres. Chaque crème solaire ne possède pas la même efficacité de protection contre le soleil. Le nom mis en évidence sur toutes les crèmes solaires permet de différencier leur efficacité. Ce nombre, comme nous le voyons sur le schéma, s'appelle FPS, ou facteur de protection solaire. Un FPS 2 laisse passer 50% des rayons UVB. À titre de comparaison, un FPS 20 arrête 95% des rayons et seulement 5% pénètre la peau, soit 10 fois moins qu'un FPS de 2. Un FPS 30 arrête 97% des rayons. Un FPS 50, lui, en arrête 98%. C'est d'ailleurs le chiffre le plus haut disponible sur les crèmes solaires du marché. Et c'est pour cela que les médecins recommandent au minimum une crème à FPS 20. Cependant, si vous avez une peau sensible, il est recommandé de plutôt prendre une crème FPS 50. Cependant, le FPS ne juge pas l'efficacité à contrer les UVA. Mais pas de panique si vous ne voulez pas avoir de rides. Car en 2024, les crèmes solaires sont dans l'obligation de contrer les rayons UVA. Si votre crème solaire est efficace contre les UVB, elle le sera dans la majorité du temps efficace contre les UVA. Ok, c'est bon, on est sauvés. Grâce aux campagnes de prévention face aux dangers des rayons UV, les gens ont ces dernières années augmenté leur utilisation des crèmes solaires. Parallèlement, la hausse des températures de ces dernières années en été pousse les gens à plus souvent se baigner en mer. Ainsi, les gens se baignent davantage et appliquent donc plus de crème solaire qui se retrouvent par la suite dans les océans. C'est plus de 25 000 tonnes de crème solaire qui se retrouvent chaque année dans nos océans. Alors les micropolluants, il y en a des milliers. C'est toutes ces substances, quand vous prenez votre shampoing, regardez à l'arrière du shampoing, il y a toute une liste de composants. Chaque composant est finalement un micropolluant autorisé, légal, dans tous ces produits c'est légal. Mais toutes ces substances, elles vont se retrouver en fait dans les eaux usées. Donc il y a le shampoing, il y a le dentifrice, il y a tous les produits cosmétiques, les médicaments, les produits de lavage, enfin voilà, tout ce qu'on consomme au quotidien finalement et qui est rejeté dans les eaux via les lavabos, les douches, les WC, etc. et qui se retrouve dans les eaux usées, dans les stations d'épuration et dans l'environnement après les stations d'épuration. Cependant, la plupart des crèmes solaires ne s'entendent pas très bien avec la faune et la flore aquatique, impactant possiblement celle-ci. On dit même que les crèmes solaires peuvent avoir des effets néfastes pour les hommes. C'est pour cela que certaines crèmes dites bio ont commencé à apparaître sur le marché. Cependant, ces crèmes ont un peu de mal à être aussi efficaces que des crèmes non bio. C'est bien beau tout ça, mais moi je préfère avoir une crème efficace plutôt que de choper les cancers là. Ouais, mais moi j'aime bien la nature et ses problèmes pour les hommes, ça me tracasse un peu. Et les deux curieux, vous savez ce dont vous parlez depuis le début, l'environnement, la santé, l'efficacité, dépend en majorité des fils chimiques dans la crème solaire. Et oui, ce sont eux les vrais acteurs dans toute cette histoire. Moi je vais aller mettre de la crème alors. Mais dans la crème solaire, il y a des choses bizarres dedans, non? Ah ouais? Les fils chimiques et minéraux, c'est vraiment bon pour la santé et l'environnement ça? On est ravis de répondre à ta question. Commençons tout d'abord par les fils chimiques. Il y en a 28 autorisés en Europe. Ça va être long de parler de tout le monde. Mais prenons pour exemple les deux filtres les plus utilisés sur le marché européen en 2021. L'avobenzone et l'octocrylène. L'avobenzone est le filtre le plus utilisé en 2021 pour sa redoutable capacité à absorber les UVA. Et oui, les rayons vicieux dont on parlait juste avant. L'avobenzone est efficace, mais il a un gros défaut. Il se dégrade en présence d'UV. Il nous protège, mais il subit aussi. Il se dégrade en présence de rayons UV car sa photostabilité est faible. Une crème solaire contenant de l'avobenzone doit aussi contenir un photostabilisateur, comme l'octocrylène, qui réduira sa dégradation et augmentera son efficacité. L'octocrylène, lui, ne sert pas seulement à stabiliser ses collègues.
Ils nous protègent également des rayons UVB. On remarque que ces deux filtres se complètent bien en assurant une protection complète face aux rayons UV. Mais il y a un hic. Ces rayons UV face à la dégradation au soleil peuvent mener à des effets néfastes pour l'homme et pour l'environnement. En effet, dans les piscines et en présence de chlore, la dégradation de l'avobenzone peut mener à des composés chimiques très inquiétants, comme le chloracétophone, qui est un gaz utilisé dans les bombes lacrymogènes. Quoi? Pour ajouter une petite précision, les crèmes solaires, elles se conservent pas d'une année à l'autre. Une fois verte, c'est vraiment 12 mois de conservation. Donc c'est vraiment important de la changer chaque année pour qu'elle soit efficace et pas dangereuse. Mais ce n'est pas fini. L'octocrylène, après environ 1 an dans les flacons de crème, se transforme en benzophénone. Le benzophénone est un perturbateur endocrinien. Oui, il pourrait donc perturber nos hormones. L'octocrylène et l'avobenzone pourraient potentiellement aussi affecter l'environnement et pas seulement les êtres humains. En effet, les chercheurs ont observé qu'une dose élevée d'avobenzone pouvait se dégrader dans l'eau et se transformer en dérivés toxiques. Ces dérivés toxiques s'accumulent dans les tissus des coraux et affectent leur capacité à faire de la photosynthèse. En perturbant la photosynthèse, les coraux manquent d'énergie et risquent d'être affaiblis. L'octocrylène, lui, est sûrement plus grave que l'avobenzone. En tout cas, selon certains États. En effet, l'octocrylène a été banni de certaines archipels, comme les Palaos, en 2020. Ce qui n'est pas le cas de l'avobenzone. Mais pourquoi? Car l'octocrylène peut s'accumuler dans les tissus coralliens et perturber leur métabolisme, voire leur mitochondrie. Tu sais là, les petites centrales énergétiques qui permettent la respiration cellulaire. Et oui, sans elles, c'est potentiellement la mort. Mais alors il faut absolument arrêter ces filtres, non? Ouais. Pas si vite. De ce que nous savons à ce jour, il faudrait des concentrations bien plus élevées que celles qui se trouvent déjà dans les océans. Même si certains endroits, comme les zones touristiques, pourraient voir une concentration bien plus élevée que celle qu'on retrouve en moyenne dans les océans. Par exemple, l'oxybenzone, un filtre chimique, ne commence à poser problème que lorsqu'on atteint une concentration de 49 microgrammes par litre. Pour l'octocrylène, on parle plus de 5 microgrammes par litre. Ces valeurs sont bien plus élevées que ce que l'on mesure habituellement dans nos océans. Ah donc c'est pas forcément une catastrophe écologique à grande échelle alors? Bah ouais. En fait, on n'est pas réellement sûr. C'est pour ça que la prudence est de mise. L'État de Palaos, par exemple, a agi surtout par précaution pour protéger son récif corallien. Mais donc, si on veut limiter les dégâts au maximum pour l'environnement et pour nous, on choisit quoi? Eh bien, vous allez plutôt vous tourner vers les filtres minéraux. Mais attention! Les filtres minéraux sont seulement 2 à être autorisés en Europe, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Ils existent sous différentes formes, les formes standards ou sous forme nanoparticules. Et c'est là où il faut être attentif. Les nanoparticules ou particules de taille de 10 puissance moins 9 mètres sont donc très petites et peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme et pour l'environnement. À titre de comparaison, 10 000 de ces nanoparticules pourraient tenir dans un seul cheveu humain. C'est fou, non? Alors pourquoi les mettre sous forme nano alors que micro c'est déjà assez petit? Pourquoi? Eh bien le problème avec les filtres minéraux standards, c'est qu'ils peuvent laisser un résidu blanc sur la peau, ce qui peut en déranger plus d'un. Bah oui, dans l'historique on parlait des fashion et à quel point les consommateurs se préoccupaient de l'esthétisme. Eh bien c'est toujours le cas. Ambre solaire à base d'huile. Les crèmes solaires contenant des filtres minéraux comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane sont plus esthétiques car elles ne laissent pas de traces blanches. Les nanoparticules ne réfléchissent pas la lumière visible contrairement aux microparticules. C'est pour cela qu'elles ne laissent pas de traces blanches derrière elles. Bah alors c'est si dangereux que ça? Ouais, parce que c'est vraiment tout petit quoi. Pour la santé humaine? Non! Beaucoup de chercheurs se demandaient si les nanoparticules pouvaient pénétrer l'épiderme. Mais maintenant on sait que les nanoparticules restent principalement à la surface de la peau, même si elle est un peu endommagée. Par contre, les crèmes solaires en spray contenant des nanoparticules doivent être évitées. En effet, elles peuvent être inhalées et pénétrer dans les poumons. Mais pour l'environnement, les nanoparticules d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane peuvent s'avérer potentiellement dangereuses. À cause de leur minuscule taille, elles peuvent être absorbées par les organismes marins ou les plantes, comme les roseaux. Elles provoquent des effets toxiques comme une réduction de la croissance ou des dégâts cellulaires qui perturbent la chaîne alimentaire marine.
Toutefois, si vous voulez des crèmes solaires limitant le plus possible l'impact sur l'environnement et que l'esthétisme ne vous intéresse pas, tournez-vous vers les crèmes solaires aux filtres minéraux standards, ceux contenant des microparticules. Ce sont les seuls filtres autorisés en bio, ils sont donc jugés non dangereux pour l'homme et pour l'environnement, et là pour le coup, on en est sûr. Bah alors c'est bien, c'est écolo, mais ça tient la route en termes d'efficacité? Les filtres minéraux sont moins efficaces que les filtres chimiques. En présence d'eau, par exemple, les filtres minéraux sont moins résistants que les filtres chimiques. Alors oui, mais moins bien que les filtres chimiques. Effectivement, les filtres minéraux peuvent atteindre un FPS de 50, mais nécessitent une réapplication plus fréquente. Mais ouais, c'est comme les myrtilles bio là, qui coûtent 2 fois plus cher que les myrtilles qui viennent du Pérou. Ouais, c'est vrai ça. Oui, exactement. Et cela malheureusement n'avantage pas les crèmes bio sur le marché. Les gens auront plus tendance à acheter une crème moins chère et plus efficace, plutôt qu'une crème bonne pour l'environnement et plus chère. De plus, les crèmes bio, comme la majorité des produits bio, sont bien plus chères que la majorité des crèmes standards à base de filtres chimiques. Cependant, l'avantage de ces crèmes n'est pas seulement pour le bien de l'environnement. Mais aussi pour les personnes possédant une peau sensible ou étant allergiques aux filtres chimiques. Et oui, pour ceux qui disent que les filtres minéraux n'ont rien de bon pour l'homme, eh bien c'est faux! On comprend donc que les filtres chimiques ont des inconvénients, mais aussi bien des avantages. À l'heure actuelle, ce sont les meilleurs protecteurs face au cancer de la peau, étant en constante croissance ces 10 dernières années. La question, pour les téléspectateurs parmi nous, c'est de savoir si on préfère la meilleure protection pour notre peau, mais en prenant le risque de pouvoir heurter la faune et la flore aquatique, ou être prêt à remettre de la crème solaire plusieurs fois dans la journée, mais avoir la conscience tranquille en sachant qu'on ne fait de mal à aucun organisme. Vous en pensez quoi, vous? Oui, mais du coup... Oui, mais du coup, les filtres chimiques sont pas encore prouvés comme nocifs à grande échelle. Ouais, du coup, nous, on est plus filtres chimiques. Ouais. Oui, c'est un bon argument. En attendant des résultats plus clairs des dangers des filtres chimiques à concentration réelle, les filtres chimiques seraient tout de même les filtres à privilégier pour ceux qui peuvent les appliquer. Car comme expliqué tout à l'heure, les personnes ayant une peau sensible ne peuvent qu'utiliser les filtres minéraux, car ces filtres restent à la surface de la peau, tandis que les filtres chimiques, eux, sont absorbés par celle-ci et peuvent donc causer des allergies. Idéalement, on dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le meilleur micropolluant, c'est celui qu'on ne produit pas, qu'on ne consomme pas. Donc bien sûr, on pourrait aussi travailler à la source, c'est-à-dire consommer moins, consommer mieux peut-être aussi, avoir peut-être choisir ses produits. On reparle du shampoing qui a toute une liste comme ça de substances derrière. Il y a peut-être des produits qui sont plus pauvres, on va dire, en substances nocives pour l'environnement de nouveau. Donc il y a tous des choix à faire en tant que citoyen, citoyenne, pour finalement trouver des produits de consommation qui ont peu ou pas d'impact sur l'environnement dès lors que dans leur cycle de vie, ils vont se retrouver à un moment donné dans l'environnement. En conclusion, la crème efficace et sans danger pour l'environnement n'existe pas encore. La recherche devra essentiellement se pencher sur l'efficacité des crèmes bio en améliorant leur tenue afin d'éviter de devoir en réappliquer sans arrêt. Et les gestes simples, comme éviter de s'exposer au soleil durant les heures pics de rayons UV, sont les meilleurs pour l'environnement et pour notre santé.